Bonjour à tous et bienvenue sur l'hebdo de Tonton Jus. Alors ça fait un petit temps que j'ai plus publié de vidéos hebdomadaires, tout simplement parce que j'ai eu une grosse panne niveau lecture en février et mars, donc j'ai tout simplement rien à dire. Alors pour cet hebdo-ci, je vais pas refaire tout le truc depuis le dernier hebdo parce que je me souviens même plus de quand c'était le dernier hebdo. Mais donc pour janvier, février et mars, j'ai déjà publié une vidéo qui reprenait tout ça la semaine passée. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se concentrer sur mes lectures d'avril, puisque ici en avril, j'ai enfin réussi à me remettre à la lecture de manière convenable et j'ai quand même 4 livres terminés ici en avril. Donc c'est pas mal, je suis assez content. Et donc on va parler ici donc de 4 livres finis plus un livre en cours, et on fera aussi un petit point sur mes projets lecture ici pour avril, ou en tout cas pour le reste de cette semaine. Alors on va commencer ici par une autrice française, ou en tout cas francophone, Aurélie Wallenstein, L'épée, la famine et la peste. Alors on est sur un roman fantastique. Roman fantastique, ou comment décrire ça? On est sur un monde où c'est un royaume qui est envahi par des araignées et surtout par des sorcières hybrides mi-humains, mi-araignées. Et le fait d'avoir ce mélange un peu hybride, humain, je veux dire animal ou araignée ici dans ce cas-ci, c'est un des thèmes du livre, donc c'est quelque chose qui va revenir sur différentes formes ici dans le livre. Et on va suivre principalement 3 personnages. Et l'intrigue, c'est difficile de parler de l'intrigue parce qu'en gros l'intrigue c'est vraiment ces 3 personnages qui ont des soucis, ou plutôt je vais dire ils ont un gros souci chacun, et ils vont essayer de résoudre ce souci, ce problème. Donc on a vraiment une intrigue ici qui est l'histoire des personnages. Il n'y a pas vraiment d'intrigue ou d'histoire plus générale que ça, ce qui est un peu dommage. Alors dans les choses que j'aime bien, là, la prose de l'autrice, très très bonne, excellente, sauf pour les dialogues, mais ça on va y revenir. Et les 3 personnages principaux, là aussi, sont très bien faits. Comme je l'ai dit, on est dans un livre vraiment centré sur les personnages. Ce qui peut poser problème pour d'autres choses. Comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment d'intrigue plus générale que l'histoire des personnages. Donc là on est sur une intrigue un peu simple parfois, et le fait que ce soit simple, c'est quelque chose qui va revenir plusieurs fois ici dans ce que je veux dire. Mais donc on est vraiment ici sur une intrigue des personnages, sur l'histoire des personnages, pas sur quelque chose de plus d'extérieur au personnage, de plus général par rapport au personnage. Et pareil pour le world building, j'ai trouvé que le world building était là aussi un peu trop simple. Et le problème, c'est que j'ai vraiment l'impression que le monde existait dans le moment même pour donner un contexte à ce que faisaient les personnages, mais qu'il n'existait pas au-delà de ce qu'on voyait avec les personnages. Et donc ça, c'est un peu dommage, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps passé vraiment à décrire le monde hors de ce que font les personnages, hors du contexte à donner pour les personnages. Et donc c'est ces 2 points là qui sont un peu trop simples pour moi. Ça, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus détaillé, un peu plus complexe. Et l'autre chose qui m'a déplu un peu plus, cela c'est au niveau des dialogues. J'ai trouvé les dialogues parfois un peu trop simples, dans le sens qu'on a souvent des répliques où c'est simplement oui, non, d'accord, allons-y. Et donc c'est des choses assez simples, c'est des dialogues parfois assez simples, assez génériques, où on ne ressent pas réellement la personnalité des personnages, malheureusement. C'est dommage parce que les dialogues sont souvent un très bon endroit pour donner de la personnalité aux personnages, et ici voilà, on a vraiment parfois des répliques où c'est juste oui, non, etc. Et donc ça fait pas naturel, parce que c'est très rare qu'on dise réellement oui comme ça et sans plus. Pareil, et je pense qu'il y avait moyen de détailler un peu plus ces répliques, comme je l'ai dit, et de faire ces dialogues un peu plus naturels surtout. C'est quelque chose qui m'a souvent un peu tiré de l'histoire,
ça au niveau des dialogues. Et donc ici, ce livre-ci, c'est vraiment le livre typique. J'ai bien aimé, il y a beaucoup de bonnes choses, mais voilà, il y a certaines choses qui m'ont quand même déplu aussi. Alors ici, c'est le tome 1, il y a un tome 2 qui est déjà sorti. Est-ce que je le lirai? Oui, probablement, mais c'est clairement pas en haut de ma liste de priorités ici. Alors on va enchaîner avec un autre livre qui était déjà commencé. Donc ça, c'est 2 livres qui étaient commencés depuis le mois de mars, celui-ci depuis même février. Make-up Man, Michael Westmore. Donc Michael Westmore, c'est un maquilleur qui fait tous les effets spéciaux pratiques niveau maquillage à Hollywood. Qui a travaillé notamment sur Rocky et tous les Star Trek des années 90. Ça va. Donc j'étais assez curieux ici parce que je l'ai acheté surtout pour Star Trek. C'est comme ça que je connais le nom Michael Westmore, c'est à cause de son travail dans Star Trek, puisque je suis assez grand fan de Star Trek, surtout le Star Trek des années 90 comme ça. Et donc du coup il y a forcément des passages qui m'intéressaient fort et des passages qui m'intéressaient un peu moins. Puisqu'il parle un peu de tous les films qu'il a fait. Mais forcément la partie qui m'intéressait le plus, c'est la partie sur Star Trek, et au final c'est cette partie là qui est au final la plus courte et la plus décevante dans un sens. Parce que pour quasi tous les films qui citent ici, il y a à chaque fois des anecdotes assez intéressantes sur les films, notamment avec Stallone. Donc il a fait les Rocky, mais il a aussi participé au film le premier Rambo par exemple, et il a des anecdotes intéressantes à raconter par rapport à ça. Et le problème, c'est que quand on arrive dans Star Trek, qui est ici à la fin du livre, parce que c'est vers la fin de sa carrière, c'est quand même une période de 18 ans, puisqu'il a commencé avec Star Trek, la nouvelle génération, en 87, et il est resté donc le superviseur maquillage jusque Star Trek Enterprise, qui s'est terminé en 2005. Donc on a une période de 18 ans, mais qui est ici, par rapport au reste du livre, est assez courte. Et donc, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il parle avec détail de comment il a fait certains effets pratiques au niveau maquillage, etc. Comment il a créé certains aliens, mais ça va jamais au-delà de ça. Et donc, il a pas, ici malheureusement, il n'a pas vraiment d'anecdotes réellement behind the scene pour la série Star Trek. Ça se limite vraiment à voilà ce que j'ai fait avec les Klingons, voilà ce que j'ai fait avec les Vulcans, etc. Voilà, Odo, comme elle a créé Odo par exemple. La seule chose que j'ai bien aimé dans Star Trek, dans la partie Star Trek, c'est que en fait on a le témoignage, on a un petit insert ici du point de vue de René Auberjonois et de Shimmerman, j'ai oublié son prénom, Armen Shimmerman, quelque chose comme ça, qui fait Quark, et qui a fait d'autres choses en fait dans Star Trek, mais qui fait notamment Quark dans Deep Space Nine. Et donc il y a un petit insert ici dans la partie Star Trek qui raconte un peu leur relation avec Michael Westmore pour la série Star Trek, et qui était assez intéressante. Mais donc dans l'ensemble, content quand même de l'avoir lu, mais je suis un peu déçu surtout par la partie Star Trek, que j'aurais préféré avoir un peu plus de détails et peut-être un peu plus d'anecdotes par rapport à ça. Ensuite, on a 2 livres ici que j'ai commencé et lu en avril. Jim Butcher, Full Moon, Dresden Files, tome 2. Donc ici, on est sur de l'urban fantasy. Ça, donc pour ceux qui connaissent pas la série, c'est un détective privé, Chicago. Je pense qu'on est au début des années 2000. Donc détective privé, mais qui est aussi magicien. Et donc on a un peu ce mix de supernaturel et d'enquête policière, enquête criminelle qui se fait. Le premier est excellent, donc ça c'est le tome 2. Le premier Stormfront, je l'ai vraiment bien apprécié, parce qu'on a vraiment ce bon mix entre les deux, entre le supernaturel, l'action et le côté enquête criminelle, intrigue criminelle. Celui-ci m'a un peu plus déçu, parce que l'intrigue criminelle, l'enquête en elle-même passe un peu au second plan, et on a aussi beaucoup trop pour moi de scènes d'action. On a ces scènes d'action, à un moment donné c'est vraiment action sur action sur action, et donc non seulement ici du coup l'intrigue passe complètement au second plan, mais c'est souvent des scènes d'action qui sont quand même souvent similaires, et donc c'est fort répétitif, et j'avoue que je me suis ennuyé assez fort ici dans l'acte 2.
Et le problème, c'est que quand on arrive dans le final du livre, ben, on va encore avoir ces scènes d'action, mais qui sont encore hyper similaires à tout ce qu'on a déjà eu avant. Et donc du coup c'était un peu bof. Et comme je l'ai dit ici, l'enquête criminelle en elle-même passe un peu en second plan et n'est pas hyper intéressante, pas complexe pour dessous. Et donc je suis assez fort resté sur ma fin sur celui-là. Alors du coup, comme j'étais un peu déçu de l'enquête criminelle dans Full Moon, j'ai pris un Agatha Christie, Murder is Easy. Alors je vais devoir faire attention à ce que je dis sur ce livre, parce que ici c'est la deuxième prise que je fais pour ce livre, parce que dans la première j'ai un peu spoilé ce qui se passe. Du coup, on est ici dans un livre un peu un standalone, hein, on n'est pas avec Poirot, Miss Marple. On est sur un standalone. Luke Fitzwilliam est celui qui mène l'enquête ici. Et grosso modo, Luke Fitzwilliam, sur un coup de tête, va partir dans un petit village de campagne en Angleterre, simplement parce qu'il y a eu une série de morts accidentelles dans le village en très peu de temps en fait. Et donc il va aller enquêter pour voir si c'est criminel ou non. Et donc du coup, celui-ci je l'ai bien aimé dans l'ensemble. J'ai pas trouvé une intrigue hyper complexe. Ça va, je pense qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de twists, etc. comme on en a. Mais ce que j'ai apprécié ici, c'est qu'on a les mêmes informations que Luke Fitzwilliam. On a les mêmes informations dans le même temps. Donc on peut réellement se prêter au jeu d'essayer de deviner ce qui se passe. Ici, en même temps que Luke Fitzwilliam, ce qui n'est pas toujours le cas avec Agatha Christie, notamment dans les Poirots les plus récents, dans les derniers Poirots. Parfois, Hercule Poirot a une information, mais l'information n'est révélée qu'au lecteur que lorsque Poirot lui-même révèle un peu qui a fait quoi à la fin du livre. Et l'information est cachée au lecteur, donc du coup on n'est pas sur le même pied d'égalité que Poirot, donc on ne sait pas vraiment se prêter au jeu de qu'est-ce qui se passe exactement, d'essayer de deviner ce qui se passe. Ici, c'est pas le cas. On a à chaque fois accès aux mêmes informations que notre enquêteur Luke Fitzwilliam. Donc, on peut vraiment se prêter au jeu d'essayer de deviner ce qui se passe exactement. Donc, dans l'ensemble, je l'ai quand même apprécié, même si, encore une fois, l'intrigue n'est pas hyper complexe. Alors, du coup, on va passer au livre en cours. Et j'ai vraiment que ce livre en cours ici, La Route du Temps, tome 3, The Dragon Reborn. Donc ici on est dans de l'épique fantasy, je ne sais pas si je dois réellement présenter La Roue du Temps. Donc première lecture pour moi de La Roue du Temps, même si je sais que ça fait un petit temps que c'est sorti, mais je ne les ai jamais lus. Donc voilà, donc maintenant je suis toujours au début du livre, je suis au chapitre 5, donc j'ai quand même un peu avancé depuis la dernière vidéo que j'ai faite, pas de beaucoup. Mais voilà, on est toujours ici dans la portion du livre où c'est la remise en contexte par rapport à ce qui s'est passé à la fin de l'acte de la fin du tome 2, pardon. Ici, voilà, on est toujours dans la partie, on fait le lien avec la fin du tome 2 ici pour débuter le livre. Ça va, donc pas grand chose à dire pour l'instant dessus, si ce n'est que j'avoue en ce moment je ne suis pas vraiment d'humeur pour un livre de fantasy comme ça. Ça va, donc je vais quand même continuer à le lire, mais je vais lire vraiment un petit chapitre par-ci par-là sans plus, jusqu'à ce que l'intrigue réellement commence, parce que je sais qu'une fois que l'intrigue du livre va commencer, je vais le lire de manière un peu plus sérieuse, mais tant que maintenant c'est plus un petit chapitre comme ça de temps en temps. Et j'avoue qu'à l'heure actuelle, je suis plus d'humeur pour un bon livre de science-fiction. Du coup, j'ai rien commencé pour l'instant, mais j'ai quand même fait une présélection sur mon étagère de livres à lire. Et donc, du coup, j'ai présélectionné 4 livres. Alors, aucune promesse que je vais réellement commencer ou lire un de ces livres. Ça va, c'est vraiment choisi ici un peu au feeling. On va voir. Mais il y a 4 livres assez différents. Le premier, on va commencer par celui-là. William Gibson, Neuromancer, Cyberpunk, c'est quand même un classique de la science-fiction. Du 20e, William Gibson qui est apparemment toujours en vie. En tout cas, il est toujours en vie lorsque le livre a été publié. Tiens. Et donc voilà, donc ici on est dans du cyberpunk. Donc c'est un genre de science-fiction assez précis.
Je ne sais pas beaucoup pour parler du livre parce que j'essaye d'aller, je ne l'ai jamais lu et j'essaye toujours d'y aller le plus aveuglément possible dans ces cas-là. Et c'est ça qui me fait hésiter à le commencer. C'est tout simplement, même si je connais la réputation du livre, puisqu'il a gagné pas mal d'awards, même si je connais la réputation du livre, je n'ai jamais lu de William Gibson, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, donc il y a une chance sur deux pour que je sois déçu, on va dire ça comme ça. Et je ne suis pas sûr que je vais prendre le risque de me retrouver encore avec un livre qui me plaît pas à ce niveau-là. Alors, autre choix possible, Teen Wolf, The Book of the New Sun, car ici il reprend 2 livres en un. Et donc globalement, Teen Wolf, je n'ai lu qu'un seul livre de lui, c'était The Fifth Head of Cerberus, mais qui m'a énormément plu. Donc je sais que le style de l'auteur, a priori, je vais bien aimer. Et c'est une réputation, c'est un livre qui a très bonne réputation aussi, celui-ci. Et donc c'est vrai que je m'étais fixé pour cette année de quand même de lire cette série-là. Il n'y a que 4 livres assez courts. Je pense qu'on a 300 pages, ou peut-être moins, non 300 pages par livre. Donc c'est pas non plus hyper long, je pense. Mais donc c'est un livre que je pourrais commencer aussi parce que je suis assez fort intrigué par celui-là. Ensuite, autre choix possible, Isaac Asimov, The Complete Robot. Je l'ai déjà lu il y a plus de 20 ans maintenant. J'adore le cycle des robots d'Asimov. Je le préfère d'ailleurs au cycle d'information. Souvent on cite le cycle d'information d'Asimov, mais j'ai toujours préféré le cycle de robots. Donc je l'ai lu il y a plus de 20 ans en français. Je m'étais toujours dit que je voulais le relire en anglais. Et donc ici c'est un recueil de nouvelles qui reprend normalement toutes les nouvelles qui font partie du cycle des robots. Ça reprend pas toutes les nouvelles que Asimov a écrites, mais ça reprend toutes les nouvelles qui font partie du cycle des robots à proprement parler, qui d'ailleurs ont été choisies par Asimov lui-même. Je pense que c'est lui-même qui a dirigé cette collection-ci. Et donc c'est vrai que j'aimerais bien commencer celui-ci parce que le cycle des robots me laisse un assez bon souvenir. Donc celui-ci, je sais que je vais quand même, de manière générale, je vais quand même assez fort l'apprécier. Mais je me rappelle quand même que toutes les nouvelles ne sont pas non plus hyper intéressantes à ce niveau-là. Alors, enfin, un auteur dont on parle beaucoup, et d'ailleurs j'ai vu sur ma chaîne que j'ai fait, je pense que c'était pour les 2 premiers livres, j'ai fait des reviews en vidéo, j'avais fait des vidéos sur les 2 premiers livres et ça accumule toujours des vues. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser de plus en plus à Christopher Ryoko. Donc c'est la série Sun Eater. Ici on est plus sur du space opéra. Ça va, donc c'est plus comme le premier Dune, etc. Puisque Ryoko est un grand fan du premier roman Dune. Donc on est ici sur du space opéra qui est très bien fait. Comme je l'ai dit, celui-ci est sur ma liste parce que aussi je me suis rendu compte que ça me ferait plaisir de revoir les personnages, surtout le personnage d'Adrian qui est le personnage principal. Ça me ferait plaisir de le retrouver, de me replonger dans cet univers-là. Ce qui prouve bien que Ryoko fait quand même de très bonnes choses. Si on est content de retrouver l'univers et les personnages, c'est que l'auteur fait bien son boulot. Mais par contre, souvent ma critique de Ryoko, c'est au niveau de la structure de son histoire et de son intrigue. Souvent, c'est celle-là où ça pêche un petit peu. Et du coup, ça crée des problèmes de rythme. Et c'est parfois, j'avoue que j'ai un peu de mal à réellement arriver à lire ces livres parce qu'il y a toujours des moments où on en a un peu ras la casquette. Et j'avoue que dans le tome 2 et 3, je pense qu'à chaque fois à un moment donné, il y a certains passages. Je suis passé en mode lecture rapide parce que, voilà, comme je l'ai dit, la structure, souvent, je trouve ces livres mal structurés et ça engendre des problèmes de rythme. Donc voilà. Mais ce qui est différent ici pour celui-ci, c'est que à la base, ce tome-ci, donc le 4e tome et le 5e tome, c'était un seul livre et c'est son éditeur qui l'a obligé à splitter son histoire en 2. Et donc du coup, j'espère que vu que l'éditeur s'en est mêlé et lui a demandé de diviser comme ça son histoire en 2, ça veut dire qu'au niveau structure, il y a peut-être eu un peu plus de travail éditorial qui a été fait et que donc ma critique principale n'aura pas lieu d'être ici. Donc je suis assez curieux de découvrir et aussi assez impatient de retrouver le monde et les personnages.
Donc du coup ici j'ai vraiment quatre livres science-fiction complètement différents, à chaque fois des registres différents, donc ça va vraiment être une question d'humeur par rapport à ce que je veux lire en parallèle de Robert Jordan et sa roue du temps. Alors niveau vidéo, comme j'ai dit, ça fait longtemps que j'avais rien publié, mais donc j'avais publié la semaine passée mon compte rendu pour les 3 premiers mois de l'année, janvier, février, mars, vidéo qui a été assez bien reçue, qui m'a d'ailleurs fait gagner deux abonnés, ce qui est toujours bon à prendre. Donc merci à tous ceux qui l'ont regardé et merci à tous ceux qui l'ont aimé, puisque ça aide toujours au point de vue algorithmique. Sur ceci, vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai un compte Storygraph et un compte sur Blue Sky. Les adresses sont dans la description, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur ces réseaux-là. J'accepte toutes les demandes de toute façon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.